Petite interruption avant le début du visionnage, je suis désolé, c'est pour vous dire que non, la chaîne n'est pas morte. Par contre, le fait que pas mal de personnes m'aient dit que la chaîne était définitivement morte et enterrée, que c'était limite un fantôme sur YouTube, ça m'a donné une petite idée pour cet épisode que vous allez voir par la suite. Alors pourquoi un épisode sur le paranormal? C'est la première et probablement la dernière fois dont je vais parler de ce sujet, mais je me suis dit déjà que c'était dans l'air du temps. Et que ça parlait quand même de l'Alsace, donc pourquoi pas. Et comme on est la veille de la Toussaint, ma foi, pourquoi ne pas se lancer. Et comme dit, c'est probablement la dernière fois que vous allez voir un épisode sur le paranormal sur la chaîne Histoire Alsace. Restez par contre jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai encore une petite annonce à faire. Mais sur ce, je vous laisse à votre documentaire. Allez, piscliche. Avez-vous peur du noir ou de ce qu'il peut cacher? Après tout, l'obscurité est la meilleure cachette de l'inconnu, de ce que l'on ne voit pas. On pourrait la voir sous les yeux qu'on ne le verrait pas. C'est le domaine du fantasme, de l'imagination ou d'une réalité que vous ne voyez pas. Une réalité qui se situe en dehors de la normalité, ce que l'on nomme le paranormal, le domaine des esprits, des fantômes ou de bien d'autres choses incroyables ou inquiétantes. Des histoires à dormir debout? Peut-être bien, mais qui sait? Après tout, des histoires extraordinaires qui posent des questions, il y en a des centaines. Mais pour certaines, aucune explication réaliste n'a jamais pu être trouvée. L'Alsace aussi a son lot d'histoires extraordinaires, qui sont bien souvent de simples légendes. Mais dans le lot de ces légendes, il y a des histoires qui se sont réellement passées. Et c'est de l'une d'elles dont nous allons parler ce soir. Tout commence en 1864, à Ilfurt, une bourgade de 1200 âmes à l'époque et qui est située au sud de l'Alsace, pas loin de la grande ville de Mulhouse. Cette histoire raconte un épisode de la modeste famille des Bourner. Joseph, le père, exerce la profession de colporteur et de marchand de foire. Sa femme, Marie-Anne, s'occupe de leurs 5 enfants. Il ne se doutait pas de ce qu'ils allaient vivre. Vers la fin de l'année 1864, 2 de leurs enfants, Thibaut, 9 ans, et Joseph, 7 ans, tombent malades. Et ils n'ont pas attrapé une simple grippe, vous pouvez me croire. Les médecins n'arrivent pas à définir de quel mal sont atteints les enfants et les remèdes qu'ils prennent n'ont aucun effet. Ils restent alités pratiquement en permanence. Mais c'est le 25 septembre 1865 que des symptômes particulièrement étranges apparaissent. Couchés sur le dos, ils se mettaient à tourner sur eux-mêmes à une vitesse effrayante, se mettent à frapper les meubles avant d'avoir des convulsions. Dans un premier temps, personne ne semble comprendre ce qui leur arrivait. Mais des phénomènes encore plus étranges vont se dérouler. Et sous les yeux de témoins et de visiteurs qui voulaient assister à ces phénomènes qui ne cessaient de prendre de l'ampleur. Parmi ces phénomènes, il fut dit qu'ils voyaient des fantômes au nombre de 7. Thibaut en voyait un 8e qu'il appelait le chef. Thibaut voyait aussi une espèce de monstre à bec de canard et au plumage affreux. Alors, on peut penser qu'il ne faisait qu'imaginer ces choses. Mais pourtant, là où cela devient étrange, c'est que les plumes qu'il arrivait à arracher de ce monstre se matérialisaient réellement et les témoins pouvaient les voir. D'autres symptômes étaient tout aussi inquiétants. Leur corps enflait parfois éclaté et ils vomissaient de l'écume, des plumes, du varech dans une odeur horrible. Mais ça ne s'arrêtait pas là, il y a plus étrange encore. Il leur arrivait souvent de s'échapper de leur chambre et ils arrivaient à grimper aux arbres dans la cour ou dans le jardin et arriver aux extrémités des branches les plus fragiles sans jamais les casser. Et à part ces phénomènes qui les concernaient directement, d'autres choses arrivaient. Parfois, alors qu'ils étaient simplement assis sur une chaise, celle-ci était soulevée et jetée dans un coin, et celui qui se trouvait sur la chaise dans un autre.
Les rideaux se déchiraient tout seuls, les fenêtres s'ouvraient spontanément alors qu'elles étaient bien fermées. Parfois, c'était même tous les meubles qui étaient jetés dans tous les sens, voire même la maison tremblait comme s'il y avait un tremblement de terre. Le plus étrange était aussi la haine qu'avaient les enfants pour les objets sacrés ou les prêtres. Ils appelaient les églises des porcheries et le Christ la paillasse crucifiée. Les objets comme les crucifix, les hosties et l'eau bénite semblaient même les faire souffrir et ils les évitaient comme la peste. Il fallait se rendre à l'évidence. Les deux frères étaient possédés. Des démons avaient pris possession de leur corps. Bon, par contre, qu'est-ce que ça veut dire d'être possédé? Alors, ça ne veut pas dire qu'on appartient à quelqu'un, ou pas vraiment. En fait, il s'agit d'une situation où une personne est considérée comme habitée par un ou plusieurs êtres surnaturels. Ça peut être des divinités, des esprits, des fantômes, ou, comme ici apparemment, des démons. Il faut savoir que le phénomène n'est pas récent. On parle déjà dans l'Antiquité de démons qui possèdent des humains. La Bible rapporte des possessions démoniaques à plusieurs reprises, mais d'autres religions reconnaissent également ce phénomène, comme l'islam ou le judaïsme. Des exorcismes sont d'ailleurs encore aujourd'hui pratiqués par ces religions, et il paraît qu'il y a encore des histoires de possession aujourd'hui au XXIe siècle. Du coup, est-ce que les deux frères sont possédés? Il y a 5 critères principaux qui permettent de l'affirmer. Tout d'abord, ils doivent parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Check. Avant, ils ne parlaient qu'alsacien et du jour au lendemain, ils ont commencé à parler le français, l'allemand standard, l'espagnol et même le latin. Ils doivent entretenir un esprit de blasphème contre les choses sacrées qui soit instinctif, soit inconscient. Check. On a déjà parlé de leur haine qu'ils ont contre des objets consacrés. Le troisième point essentiel, c'est qu'ils peuvent révéler des choses qui sont soit cachées ou alors qui ne sont clairement pas censés savoir. Check. Ils ont plusieurs fois fait des révélations sur des choses particulièrement privées, sur des visiteurs qui venaient de très très loin et qu'ils ne connaissaient même pas. Le quatrième point, c'est qu'ils doivent avoir une force qui dépasse leur capacité. Check. Et ça se vérifiera plus tard. Le cinquième point essentiel, c'est qu'ils sont victimes de phénomènes d'apesanteur, comme soit se maintenir en l'air ou alors marcher sur des plafonds. Check. On a déjà parlé de leurs exploits dans les arbres. Le curé Bray, qui s'occupe de la paroisse d'Ilfurt, s'occupa du cas de ces deux garçons et pour lui, il ne faisait aucun doute que les phénomènes dont ils sont victimes sont le signe de cette possession. Et c'est dans ce sens-là qu'il écrivit un rapport à l'évêché de Strasbourg. Plusieurs années s'écoulèrent avant que l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Ress, certainement du fait de la rumeur qui ne cessait pas et sous l'instance des ecclésiastiques locaux, envoya une commission d'enquête à Ilfurt qui arriva le 13 avril 1869 et qui ne put que constater les faits. Aversion pour l'eau bénite et les objets sacrés, etc., etc. Ce qu'ils suggérèrent, c'était de les faire exorciser. Thibaut fut alors envoyé à Schiltigheim, dans l'orphelinat Saint-Charles, où il resta 5 semaines avant son exorcisme, qui débuta le 3 octobre. Et là, ce fut une véritable épreuve de force, car Thibaut, qui avait 14 ans cette année-là, qui était malade, qui était amaigri, qui était affaibli, se débattait tellement que 3 hommes eurent du mal à le contenir. Il insultait le prêtre exorciste à chaque invocation divine, hurlait, se débattait le visage rouge de colère, la bave aux lèvres, se tournant dans tous les sens, tentant même de mordre le prêtre tandis que celui-ci traçait le signe de croix sur le corps du possédé. Mais après 3 heures, le père, épuisé, avait remis la cérémonie pour le lendemain. Ça recommença à 2 heures de l'après-midi, le lundi. L'enfant fut solidement attaché à un fauteuil et muni d'une camisole de force. Furieux, il fit léviter le fauteuil et bouscula ses gardiens. Au bout de 2 heures, le prêtre réussit à faire parler les démons. Ils étaient 2 et se nommaient Oribas et Hippès. Pour en finir, le prêtre invoqua la Vierge Marie et à ce moment, les démons dirent d'une voix puissante « Eh bien, je m'en vais ». On entendit un craquement sourd et l'enfant s'évanouit. Une fois réveillé, il n'avait aucun souvenir des 4 années passées, mais n'avait plus aucune mauvaise réaction face à l'eau bénite et au crucifix. Thibaut, qui d'ailleurs était devenu sourd de par sa possession, était désormais libre et entendait de nouveau. Restait encore à libérer son jeune frère Joseph. Lui sera libéré à domicile.
C'est le curé Charles Bray lui-même qui procéda à la cérémonie qui eut lieu le 27 octobre, 3 semaines après Thibaut. Là aussi, le possédé ne se laissa pas faire, au point que l'on dut lui lier bras et jambes. Il réussit à détacher ses pieds, mais fut maîtrisé. Solalétiel et l'autre démon, dont le nom ne fut jamais découvert, refusaient de partir, et le possédé aboyait, grognait ou criait. Durant 3 heures, l'exorciste officia, plaçant divers objets sacrés sur l'enfant tout en l'aspergeant d'eau bénite, avant de finalement invoquer la Vierge Marie, que les démons appelaient d'ailleurs la Grande Dame. Les démons proposèrent même un deal au prêtre. Ils proposèrent d'abord de posséder un troupeau de porcs, puis un troupeau d'oies, puis un troupeau de moutons. Ce à quoi Charles Bray leur répondit toujours d'aller en enfer. Finalement, les démons répondirent « Force, mais maintenant, de m'en aller ». L'enfant eut un dernier spasme avant de devenir silencieux, immobile et complètement inerte avant de s'éveiller quelques instants plus tard. Il était d'ailleurs très surpris d'être dans une église. Il était, lui aussi, guéri. Les démons avaient quitté Ilfurt. Mais ensuite, que sont devenus les 2 possédés? Thibaut, qui semble être celui qui a le plus souffert, mourra malheureusement 2 ans plus tard, en avril 1871. Son frère vécut plus longtemps, mais il mourut jeune lui aussi, en 1882, âgé de seulement 25 ans. Il ne reste plus de cette affaire qu'un monument commémoratif dédié à la Vierge Marie, élevé à Ilfurt en 1872. Elle est située en face de l'emplacement où s'élevait jadis la maison de la famille Bourner. Que penser de cette affaire? Était-ce vraiment une possession démoniaque? Ou alors une maladie mentale? Voire même un canular? Mais si c'était vraiment une maladie mentale ou un canular, comment expliquer tous ces phénomènes extraordinaires qui ont d'ailleurs été constatés par de nombreux témoins? Et plus important, pourquoi une famille entretiendrait-elle pendant 4 ans, 4 longues années, un tel canular, l'illusion d'être maudite dans une société qui à l'époque était très religieuse? D'ailleurs, petit rappel, il faut savoir que l'apparition de la Vierge à Lourdes avait commencé en 1858 et a été reconnue par l'Église en 1862. Si ça avait réellement été un canular, la famille se serait certainement plus inspirée de ce phénomène divin qui a eu lieu quelques années avant les phénomènes d'Ilfurt. C'est en tout cas mon avis, mais nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Je vous laisse donc vous faire votre propre opinion. Un avis sur ce qui est difficilement explicable. Un avis venu des ombres, venu de l'obscurité. Mais en tout cas, n'oubliez pas. N'oubliez jamais qu'on ne sait pas ce que nous cache l'obscurité. Salut de nouveau, salut à tous. Donc voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme je l'avais annoncé, finalement la chaîne n'est pas morte. Même si effectivement on a l'impression que vu que j'apparais comme un fantôme, que ça a l'air d'être la fin. Ce n'est pas la fin, c'est même le début d'une grosse aventure, à savoir que j'ai encore d'autres projets en cours que je détaillerai par la suite. Pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo future où je répondrai à toutes vos questions. D'ailleurs, j'annonce une vidéo FAQ, c'est-à-dire une foire à questions. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet qui sera posté soit sur la page Facebook, soit sur mon Twitter. Je répondrai par la suite à la plupart des questions pertinentes. Je voulais également remercier les artistes qui m'ont prêté des dessins, parce que je considère que c'est un prêt et non pas un don. De dessins qu'ils m'ont fait par rapport aux dessins. La plupart des gros dessins que vous avez vus dans cette vidéo leur appartiennent. Je parle bien évidemment dans l'ordre alphabétique, histoire de ne pas faire de jaloux, de Ellipse, Kazlovech, Kaito Raikan, Mystexpi, Oldieblog et Ponchounet. Si vous voulez voir leurs œuvres, les liens sont dans la description par rapport soit à leur site, soit à leur compte DeviantArt. Il faut savoir que je me suis basé uniquement sur ce livre-là pour faire ce documentaire. Par contre, je le trouve quand même particulièrement suspect sur certains passages.
Du coup, je vous donne rendez-vous dans un an, jour pour jour, dans une émission également spéciale, également hors série, pour voir si effectivement ce livre est sans aucune tâche et est digne de confiance. Ce sera l'émission Les possédés d'Ilfurt, vérité ou mensonge? La question que vous me posez probablement par contre, et à laquelle je vais répondre tout de suite, c'est pourquoi j'ai pris... Silence toi. Pourquoi j'ai pris autant de temps à faire une nouvelle vidéo? Eh bien, je vais répondre très facilement, c'est parce que j'ai travaillé, et pas travaillé n'importe où, j'ai travaillé à Europa Park. Le problème, c'est que c'était un emploi très chronophage, à savoir qu'il me faut 74 km pour y aller, donc faites le calcul, ça fait 148 km l'aller-retour, ce qui fait plus de 2 heures, soit 2 heures pile lorsque j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de trafic, soit plus de 2 heures, donc 2 heures et demie, pour faire les allers-retours, déjà ça, et que les horaires sont très contraignants, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, on ne connaît déjà pas ces horaires plus de 2 semaines à l'avance, et ensuite d'une semaine sur l'autre, ça peut encore varier. Néanmoins, à partir de maintenant, enfin, je l'espère, pouvoir sortir une vidéo soit tous les mois, soit tous les 2 mois, à la rigueur tous les 3 mois, afin de pouvoir alimenter à nouveau la chaîne de manière relativement continue. Je compte continuer à faire des documentaires bien fournis, bien intéressants. J'espère encore une fois que ce documentaire-là, très spécial, vous aura plu. Encore une fois, c'est probablement la dernière fois que j'aborde un tel sujet. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Au peace Paul. So, salut Pissom.